Alors bonjour professeur Dortiguier. Bonjour, Ici. Alors le sujet dont j'aimerais débattre avec vous aujourd'hui, c'est le communisme et le libéralisme. Donc développer les deux parce qu'en fait, donc, pour commencer, le communisme, c'est une doctrine qui provient du socialisme et du marxisme. Oui, Le communisme prône une société sans classe où la propriété privée est abolie. oui, Elle s'oppose, elle, au capitalisme. Le capitalisme, lui, existe grâce à l'apparition des classes sociales. oui, Cependant, le libéralisme, qui est un mot un peu, c'est un néologisme en fait, est présenté comme une philosophie. Et on voit oui, bien que les politiques, en général, ils tentent de dissocier le libéralisme et le capitalisme dans leur oui, discours, toujours pour justifier la domination des multinationales dans un système libéral de libre-échange, et présentent le capitalisme comme la base de l'accumulation de richesses. oui, en effet. Donc l'accumulation de richesses en exigeant bien sûr la réduction des coûts du travail, baisse des salaires, etc. On le voit bien avec les délocalisations. Mais si on réfléchit bien, tout ceci nous amène finalement à du capitalisme d'État, donc du communisme. Bien Donc sûr, ce que bien l'on sûr. peut dire peut-être, c'est que les deux idéologies que sont le libéralisme et le communisme apparaissent comme assez proches. Oui, en Donc, effet, en donc le effet. communisme qui place l'homme sans bien propre, sans égoïsme, Oui, au sein de la communauté, il travaille pour la communauté, voilà. hein, Alors que dans le libéralisme, on considère que l'homme, lui, il est logique, il est dénué de sentiments et se concentre uniquement sur le profit. oui, Donc, dans les deux cas, communisme et libéralisme, on ne peut pas croire que l'homme puisse vivre dans une société sans règles et sans police. Et pour oui, respecter ces règles, dès lors que l'homme a un minimum de pouvoir, ils se sont obligés d'en abuser. bien sûr. Donc, Oui. j'aimerais justement vous laisser la parole sur ce sujet et je vous laisse développer ce Je thème-là. vous en remercie beaucoup, monsieur. Oui, en effet, vous avez bien marqué qu'il y avait à la fois une opposition et une analogie. En réalité, il y a une analogie euh, dans ce capitalisme, par exemple, ou ce libéralisme et cette manière de comprendre le capitalisme plutôt, et le libéralisme, et d'une part, et le communisme de l'autre. Parce que dans le cas du libéralisme, si je peux reprendre votre image, vous avez l'homme qui, euh, par sa puissance, euh, veut absorber la communauté, hein, et, disons, s'imposer, tandis que dans le capitalisme, vous avez une puissance qui est plus indéfinie et qui, au contraire, essaie euh, disons, de dissoudre le plus possible l'individualité humaine pour pouvoir la fondre dans une totalité. C'est la question de fondre. Vous savez, vous avez euh, aujourd'hui, euh, depuis aujourd'hui, mais depuis déjà 2 générations ou 3 générations, le terme de totalitaire qui est souvent accolé euh, à des régimes socialistes ou communistes. Et dans le totalitarisme, que beaucoup rejettent, il y a l'idée que le tout est nécessaire, bien sûr, pour pouvoir contenir les parties, que le tout contient les parties. C'est-à-dire que la société forme un organisme. Cette notion d'assimiler, cette notion organique vitale de la société se trouve d'ailleurs chez des auteurs classiques en philosophie, moderne, en particulier dans Kant, on trouve ceci dans une note fameuse de la critique je crois, du jugement esthétique. Et cette notion de totalité a été une notion aussi esthétique. On la trouve chez Schiller, enfin je donne ces noms, mais dans l'école classique allemande qu'on appelle idéaliste. Et là-dedans, dans cette notion, vous avez ce qu'on appelle même la totalité, la belle totalité. C'est-à-dire que les hommes sont euh, accrochés, liés les uns aux autres par un mot grec qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est ce qui permet justement d'être appuyé sur autrui, d'être accroché à autrui. Et il y a bien sûr une distribution de cette harmonie qui répond à une finalité.
finalité de puissance, mais surtout finalité de continuité d'existence, c'est-à-dire ce qui lutte contre, peut-on dire, le mauvais sort, qui lutte contre que la vie, on l'avait dit une fois, je crois ici, la vie, c'est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. C'est une notion je crois, qui est de l'école de Montpellier au 19e. Eh bien, c'est la totalité, c'est justement de même que, par exemple, la beauté d'une statue est finalement une manière de la préserver de la ruine, si je puis dire. C'est-à-dire que même si elle tombe ou si elle, comment dire, si elle s'effrite, l'image qu'on en a eue dans son entier, elle est immortelle. C'est-à-dire qu'elle elle dépasse le devenir. Elle dépasse, si je puis dire, le, la matérialité. Bon, elle domine la matérialité. Alors, dans une société, il est certain qu'il y avait toujours eu une sorte de perspective qu'on appelle verticale, c'est-à-dire qu'il y avait la perspective d'un commandement, exactement comme dans le corps humain. Vous avez dans le corps humain, je reprends une notion qui est très antique, mais qui est très populaire. Vous aviez ce qu'on appelle les fables, la fable, dans Ésope, enfin, comment s'appelle, des membres et de l'estomac. Vous avez une sorte de, imagine une sorte de révolution, de révolte des membres contre l'estomac en disant que l'estomac a dû faire ceci, tandis que nous on fait ça, et donc nous allons, disons, te mettre, ou alors te mettre de côté, ou etc. Et Ésope, par l'estomac qui parle, n'a pas dit, mais non, nous sommes tous solidaires, c'est-à-dire que c'est un terme qui est employé aujourd'hui, bien sûr, qui est un peu sectaire, mais qui est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, continuité des membres, il y a une continuité entre l'homme et le milieu dans lequel il vit, il y a une continuité au sein de la nature qui est elle-même une sorte euh, d'agrégation de milieux, voyez-vous. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un agrégat. Et quand ça se maintient bien, quand ça se soutient bien, comme on dit en français, traduisons-le en latin, c'est une substance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet véritablement d'assurer la continuité, la vitalité, mais la continuité. Alors, donc, tous ces régimes, comme le régime marxiste, ou enlevons le terme de marxiste, mais tous les régimes comme le communisme, par exemple, ou le libéralisme, se sont revendiqués, évidemment, naturellement, de la préservation d'une puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre sainement, utilement, que pour les libéraux, par exemple, si on peut exercer sans restriction sa liberté. Bien. Pour les communistes, que ce soit les communistes modernes ou que ce soit les communistes de l'Antiquité plus ou moins lointaine, mais enfin tout au moins bien avant nous, puisque le terme est très ancien, on parle même d'un communisme chez Platon, c'est vrai, il existe un chez Platon, c'est-à-dire que, alors quel est ce communisme? Par exemple, prenons le communisme dans le sens idéaliste. Eh bien, c'est dans la fameuse formule, je me permets de parler un peu comme encore dans le cours, la fameuse formule qu'on attribue à Pythagore, bon, à savoir koina, je le dis en grec, koina ta philone, c'est-à-dire koina en commun, ta les biens neutres, des philones, c'est des amis. En commun, les biens des amis. Alors, ce qui appartient aux amis doit être partagé. C'est-à-dire ce qui est à moi est à toi. C'est une forme d'amour, si je puis dire. Hein. Vous avez permettez-moi, enfin, je sais que ça fait sourire certains, mais vous avez dans Tristan et Iseux, vous avez cette fameuse, je trouve que c'est un des morceaux les plus fidèles justement au sentiment amoureux, au sentiment d'amour, disons plutôt amoureux. Vous avez donc le Tristan qui dit qui parle d'Iseux en disant je suis toi et toi elle dit moi c'est le tien, etc. Voilà. Moi Tristan, toi Iseux. Eh bien dans le communisme c'est pareil, c'est-à-dire que on peut dire qu'il y a une sorte de substitution, mettons de l'ouvrier du travailleur au directeur, voyez-vous. Le directeur se reconnaît dans les travailleurs, etc. Le chef se reconnaît dans la masse, etc. Et en ce sens, le communisme était aristocratique au départ, parce que on ne pouvait fonder une communauté que s'il y avait justement une sorte d'indistinction entre le bas et le haut. C'est-à-dire ce qui est en haut, vous connaissez ceci par les sagesses
qu'on dit asiatiques, mais qui sont les nôtres aussi. Peut-être nous sommes le même peuple que les Asiatiques, de ce point de vue. Vous avez ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est-à-dire que vous l'avez même dans des signes religieux. Vous avez le signe de croix, le digne, etc. Enfin bon, indépendamment des détails historiques ou pseudo-historiques qu'on peut donner, mais c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a véritablement ce qui est en haut est en bas, etc. Et alors, est-ce que il y a eu une déformation de ces notions? Oui, il y a eu une déformation d'abord du libéralisme, parce que, comment dirais-je, cette liberté donnée d'entreprendre a été aussitôt accompagnée de ce qu'on appelle des monopoles. Et ces monopoles venaient de ce que, Marx l'a dit d'ailleurs dans un texte, venaient de ce que l'argent a pris une importance remarquable. L'argent, c'est-à-dire à la fois ce qu'on peut définir comme ce qui est comptable, ce qui est l'objet d'une quantité, en même temps que ce qui est également possible, c'est-à-dire ce qui n'est pas réel, ce qui est abstrait. Et disons, l'argent, c'est celui qu'on a, c'est celui qu'on espère avoir. C'est-à-dire, c'est dans les deux. Vous le voyez aujourd'hui avec le crédit. Et quand on critique le capital, par exemple, vous avez le capital d'entreprise, qu'il ne faut pas confondre. Le capital qui est lié, par exemple, à une certaine somme qui équivaut à la valeur des biens qui sont engagés, etc., et également à la valeur de ce qu'il faut avoir pour pouvoir maintenir ce que l'on a, c'est ce capital d'entreprise. Et vous avez ensuite un capital, lui, qui est un capital d'intérêt, qu'on a appelé un capital usuraire. Là-dessus, on s'est beaucoup battu pour savoir d'où vient ce capital usuraire. On a même dit que même les jésuites ont fait, je dois le dire, moi qui suis élève des jésuites, de reconnaître, c'est vrai qu'ils ont utilisé, ils ont comment on appelle, revendiqué l'intérêt, hein, le prêt à intérêt. Bien, vous avez, ça a été condamné par des puissances spirituelles, tout ça, mais c'est une réalité cependant, quand même. C'est-à-dire ce capital d'intérêt a pris, à mon avis, le pas sur le capital industriel. Et même, disons, a vu dans le capital industriel quelque chose qui le gênait, à savoir la finalité, pas la finalité seulement, mais le caractère bien concret, limité des entreprises. Le capital le plus funeste, c'est celui qui, en réalité, joue uniquement sur le grand nombre que nous sommes. J'avais un camarade qui est toujours là, qui est de l'école des Chartes, Alfred, et qui me disait qu'il valait mieux imposer les gens pauvres que les gens riches, parce qu'il y avait plus de pauvres que de riches. C'est un peu ce que fait le capital aujourd'hui usuraire, c'est-à-dire qu'il préfère qu'il y ait de petites gens endettés qui puissent subsister au minimum, mais par leur nombre, bien sûr, et finalement, ils rendent ce capital-là nécessaire, parce qu'ils ne peuvent pas s'élever pour pouvoir offrir la stature d'une grande entreprise, mais ils cherchent simplement une certaine subsistance avec des métiers, disons, qui sont plus ou moins solides, avec des qualités même de production qui deviennent de plus en plus artificielles, qui deviennent, disons, de moins en moins valables, qui sont de moindre qualité. Ça, ceux qui dépeignent, par exemple, les périodes libérales et les périodes communistes, remarquent que la qualité se modifie quand même. Oui. Vous avez, par exemple, avant le libéralisme, dans la période qu'on appelle, là aussi, une période qu'on appelle féodale ou autre, là, il faut encore s'entendre, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce schéma. Mais disons qu'au départ, en France, par exemple, puisque nous nous situons sur le domaine français, avant le pouvoir royal, qui est centralisé, comme celui de Louis XIV, par exemple, que les ministres en Allemagne appellent un Mars très chrétien, c'est-à-dire un païen très chrétien, ça veut dire Mars très chrétien. Bon, vous aviez des artisans, mais qui étaient sous Louis XIV déjà, mais qui étaient, disons, de plus en plus imposés par un État. C'était ce qu'on appelle le colbertisme. Or,
la grande richesse des pays qui étaient autour de nous, c'est-à-dire la Hollande, nous avons fait beaucoup de guerres, le Palatinat, etc., et avait au contraire des artisans très autonomes. Et une certaine aristocratie en Europe a voulu, y compris sur le sol allemand, après la guerre de 30 ans, 1748, c'est-à-dire 18e siècle, disons, imiter le style français de, de, de directivisme, et en même temps que se développer avec cela une certaine quantité d'argent, s'amasser une certaine quantité d'argent, mais qui était toujours entre les mains de distributeurs. C'est-à-dire que la bourgeoisie elle-même, c'est-à-dire les bourgeoisies, qu'est-ce qu'était la bourgeoisie? C'était les artisans qui travaillaient dans les villes. C'est ça ce qu'on appelle bourgeois. Bourgeois, c'est le mot allemand, c'est le Burg. Hein, en allemand, vous savez, vous-même, un citoyen, c'est un Bürger. En France, on dit c'est un bourgeois, avec des mots, comme disait une amie, une bonne amie, mais enfin, elle fait des bêtises quelquefois, c'est pas une amie marocaine. Il dit, oui, jouer au piano, c'est bourgeois. Bon, je comprends très bien ce que ça veut dire. Mais je lui dis en Allemagne aussi, alors je lui explique tout ça. Bon, elle ne comprend pas tout, mais enfin, elle comprend quand même. Mais enfin, disons un peu difficilement. Oui, parce qu'elle est francisée. Eh bien, comment vous dire, euh, dans ces pays-là, qui ont voulu imiter le dirigisme, qui ont voulu ensuite prendre beaucoup d'argent à, à l'artisanat, eh bien, s'est développée une réaction. C'est une réaction qu'on appelle justement libérale. Alors, cette réaction libérale a consisté à donner de plus en plus, au contraire, d'autonomie au secteur de la bourgeoisie. Et ceci a donné, par exemple, en Allemagne, a permis, à mon avis, de résister, par exemple, à l'occupation napoléonienne, qui elle-même était une occupation qui était uniquement faite d'impôts, etc. Vous voyez, c'est la poursuite de ce colbertisme. Alors, je crois que ce libéralisme a été très bien accueilli, mais aussitôt, disons, il y a eu disons, ce capitalisme usuраire qui s'est introduit, et qui s'est introduit non pas par accumulation des libertés bourgeoises, comme dirait des libertés d'entreprendre, mais au contraire sur la diminution de ces facultés d'entreprendre par le monopole. Alors le monopole, bien sûr, a appauvri une grande partie de cette bourgeoisie. Elle a appauvri également tous ceux qui vivaient de cette bourgeoisie, qui lui vendaient, que ce soit la paysannerie, etc. Et alors à ce moment-là, vous avez eu une réaction idéologique, on dirait aujourd'hui, qui est une réaction de vouloir projeter un socialisme de distribution. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de produire de la qualité que de la répartir. Bon, c'est ce que mes camarades vietnamiens, qui étaient très anticommunistes, comme certains Vietnamiens, celui qui m'a appris l'allemand, je me rappelle, il m'a dit, c'est comme en Russie, c'est le partage du sous-développement. C'est-à-dire qu'on vous promet peu, on vous promet, disons, sûrement, mais peu. Voilà, Oui. mais au moins sûr. C'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, être, par exemple, le système du salaire universel, voyez-vous. Vous savez très bien que ça ne sera pas très élevé, vous savez que vous le toucherez. Bon, vous ne vous demandez pas quelle est la valeur de la monnaie derrière, pas du tout. Non. La qualité qu'on va vous proposer. Alors, là-dessus, est-ce que le communisme, par exemple, le communisme prétend lutter contre une société libérale? Bien. Contre ce libéralisme, et souvent, je dois dire que c'est vrai que ce libéralisme a été aveugle, surtout dans des pays que l'on prétend très démocratiques. Et la France a été le premier. Et jamais on a eu autant, on avait des impôts sous la monarchie, mais on a eu encore plus d'impôts sous la République, surtout sous le directoire, puisqu'on compte même des impôts, sur, je vous l'ai dit l'autre jour, sur les portes et fenêtres. Vous avez souvent quelques grandes maisons, vous voyez, murées. Eh bien, c'est-à-dire que la personne ne demandait même pas quel était le revenu de gens qui habitaient, il comptait les portes et les fenêtres, vous voyez. Bon, alors ça, c'est une manière aveugle, évidemment, d'opérer. Et c'est ce qui nous a entraîné une expansion qui est très visible. Comme vous avez la carte de France, elle va pas quand même je sais pas moi, elle va pas vers l'ouest, quoi.
On ne recule pas, on avance quand même, oui. Mais je crois que Michael pourrait le dire pour l'Alsace, évidemment. On avance, pourquoi? Parce qu'on a voulu toujours nous, comment dire, avoir à notre service quand même des sortes de petites industries, d'un artisanat qui nous faisait défaut. Et qui nous faisait défaut parce qu'il était ici même trop étouffé. C'est pour ça qu'il y a eu en France, justement, une réaction totale, une réaction radicale ou radicale socialiste, si vous préférez, un socialisme très marqué dans le peuple, pour lui contester justement ce qu'on lui dit, présentait être un libéralisme excessif, évidemment, égoïste. Et je remarque que ce n'est pas la même chose en Allemagne, par exemple, où le socialisme, lui, est devenu assez rapidement une affaire d'État. Les Français le savent peu, je dois le dire, je me rends compte avec mes élèves, tout ça depuis longtemps, mais le socialisme qui a été réprimé, bien sûr, comme on réprimait les agitateurs, mais il a été appliqué. Il a été appliqué par les lois de 8 heures, etc., de travail. Je vous ai dit l'autre jour peut-être que le fameux 1er mai aux États-Unis a été fait par des Allemands de Chicago, qui voulaient qu'on ait, en 1886, je crois, oui, et qui voulaient qu'on applique les lois de 1883 sur la journée de salariés et sur le commencement des assurances sociales. Bon, Sozialversicherung, tout ça. Tout ça, ça a été un socialisme d'État. C'est ce qui a fait d'ailleurs la force de l'Allemagne. Ça a été d'équilibrer, si je puis dire, entre le libéralisme d'un côté et l'esprit social de l'autre, et non pas de les opposer. Nous, on a opposé l'un à l'autre, vous voyez, et ça a abouti à la ruine de plus en plus évidente, surtout aujourd'hui, des classes moyennes. Classes moyennes que le marxisme, justement, désigne comme étant, je veux dire le Marx lui-même, désigne comme étant finalement ce qui empêche la catastrophe générale qui, faisant chuter le libéralisme, mettra, disons, un communisme où tout le monde sera à genoux, si je puis dire. Tout le monde en profitera, mais enfin, disons qu'il faudra, disons, ne pas redemander 2 fois les mêmes plats. Voyez, ça, c'est une idée. Alors, on dit qu'on ne peut pas en avoir une idée complète, parce qu'on confond justement la critique du capitalisme, vous avez dit, qui est faite chez Marx par cette confusion, justement, oui. de ce capital usuraire et de ce capital nécessaire industriel, vous voyez. Par contre, je voulais revenir sur l'Allemagne, excusez-moi, professeur. En Allemagne, tout de même, on voit le libéralisme a créé énormément de dégâts, parce qu'on voit tout de même que depuis un certain nombre d'années, les salaires ont drastiquement baissé. Les gens, bien sûr. Et puis les Allemands, depuis un certain temps, là, ils cumulent 2 emplois pour pouvoir vivre à peu près correctement. Et je pense qu'en Allemagne, on cache aussi beaucoup la situation économique du pays. Oui, en effet, ceci est vrai parce que là, vous parlez de l'Allemagne d'après-guerre, surtout. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je parlais de l'Allemagne du socialisme, c'est-à-dire de l'Allemagne d'avant la guerre de 14. D'avant la guerre de 14, d'accord. Et c'est celle-là qui a été, justement, c'est pour ça que la guerre de 14 a eu lieu, parce que ce modèle-là mettait en difficulté, si je puis dire, et l'agitation socialiste, l'agitation extérieure, et en même temps le capitalisme, le libéralisme qui à l'époque était évidemment incarné par l'Angleterre. Et alors là, il y a eu, disons, un modèle que vous trouvez dans Simmel, SI2MEL, etc., d'autres personnes. Ce modèle-là a été interrompu par la guerre de 14 et évidemment a été repris ensuite, comme vous le savez. Et puis, après la guerre, vous avez vu pendant un certain temps, je l'avais suivi aussi, un certain protectionnisme en Allemagne. C'est vrai, mais aujourd'hui, on a, pour bien expliquer, bien éclairer toute cette situation, on a, et le capitalisme usuraire va rentrer en jeu là, on a beaucoup plus qu'on ne l'imagine, qu'on ne le sait. On a depuis 1949 demandé à l'Allemagne, non pas simplement sur des réparations en Orient, par exemple, chacun comprendra, mais également on lui a demandé de nourrir l'Allemagne, l'Europe de l'Est. Et vous avez énormément d'argent qui sont partis comment dirais-je, en Pologne, beaucoup, en Roumanie, enfin, tous ces dirigeants qui avaient un système économique qui ne pouvait pas marcher, bien sûr, ne pouvaient se subvenir, disons,
enfin, se sortir, disons, d'embarras, qu'à condition, non pas d'emprunter. Attention, ce n'était pas des emprunts qu'ils faisaient, c'était simplement des réparations. N'oublions pas que l'Allemagne a fait des réparations à toute l'Europe. On peut dire que ça s'est arrêté à peu près dans les années en 89, au moment de la réunification. Et ça a été remplacé par la communauté européenne. N'oubliez jamais ça. Vous avez la fin des réparations et création à la demande de Mitterrand, à Kohl de l'Union européenne, etc. De l'euro plutôt, de l'euro. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez effectivement cette pénétration du libéralisme dans le pays, en effet, qui tout à fait de ce libéralisme-là, qui ne correspond pas à une réalité sociale, c'est-à-dire au fait qu'il y a une organisation, ce système-là, une organisation, comment vous dire, relativement autonome, qui permettait, disons, à des industries, de trouver, de ne pas demander de l'aide à l'État, mais de trouver, par une certaine autosuffisance, disons, les moyens quand même d'assurer des salaires convenables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, depuis très longtemps d'ailleurs, aujourd'hui ça veut dire au moins depuis 20 ans. Et parce que je crois que l'Union européenne a précipité, au contraire, pas précipité, mais disons, a accéléré, enfin si on peut dire, employant un de ces mots, a aggravé l'économie allemande, contrairement à ce que disent ses adversaires. Elle l'a aggravé parce qu'elle a été obligée de soutenir la monnaie, soutenir que ce soit avec sur la Grèce, que ce soit sur nous-mêmes, pas ça, un jour comment vous dire, les dossiers seront ouverts. Et je crois que comment dirais-je, je crois que c'est pour pouvoir vous avez aussi un autre fait en Allemagne, c'est l'aspect évidemment de la propagande contre les naissances, tout ça. On a réduit la population de ce point de vue. Moi, j'ai connu cette période-là des années 60 où les gens disaient, les jeunes femmes, etc., disaient, enfin, les garçons aussi disaient qu'ils ne voulaient pas créer d'Allemands, etc., parce la propagande était quand même très hostile à l'Allemagne, en Allemagne même. Aujourd'hui, ça a changé, mais on a imposé une immigration, évidemment aussi, là, qui a pour but justement de freiner ce pays. Je crois qu'ils se sortiront de l'immigration parce qu'ils peuvent assimiler, ils peuvent également, ils ont les moyens même de faire revenir des Afghans chez eux, enfin, avec des pensions. Enfin, j'ai des détails là-dessus. Enfin, vous partez, on vous ramène chez vous et vous toucherez une pension allemande. J'ai vraiment des documents là-dessus. Bon, évidemment, nous, on ne peut pas le faire quand même, tout à fait. Ils peuvent le faire et je crois que ce libéralisme-là, qui est un acide qui est versé sur leur société, en effet, est caractéristique quand même de la vie d'aujourd'hui. Mais vous savez, vous avez aussi une réaction, je l'ai remarqué ça en Suède, un pays a quand même des habitudes de vie qui ne sont pas, qui peuvent pas être annulées ainsi. Par exemple, quand j'étais en Suède, je voyais qu'il y avait une solidarité, une attention sociale bien différente d'ici. Par exemple, il y avait des assistantes sociales qui n'étaient pas très arrogantes, loin de là, comme ici souvent, où elles viennent en inspection, si vous voulez, voyez, bon, surtout chez les Arabes, regarde presque ce que pensent les enfants, etc., comment ils sont habillés, etc. J'étais moi-même assisté à une inspection de ce genre, quoi. Et là, non, vous avez une attention portée aux gens démunis, aux personnes âgées, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai vu la gratuité ce qui est très important là-bas, des chauffages d'immeubles, quand même. Mon voisin, par exemple, ne payait pas. Et on m'a dit, mais il ne paie pas parce qu'il est âgé. Bon, bienveillance. Oui, il y a bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu quand même dans l'instinct. Alors on dit, bon, écoutez, dans l'instinct, même cet instinct n'a que quelques centaines d'années, c'est quand même un instinct. C'est une habitude, si vous voulez, ce qu'Aristote appelle une deuxième nature. Et je crois que, par exemple, enfin ça, nous sortons un peu du débat, là, mais par exemple, le rythme scolaire, ça touche toujours les auditeurs qui
de rythme scolaire en Allemagne et en Suède, par exemple. Je ne connais pas les Pays-Bas, mais je pense qu'il leur ressemble. Bon, est un rythme scolaire vraiment remarquable, où beaucoup d'après-midi, parfois en Allemagne, dans certains cas, toutes les après-midi sont libres, et c'est pas du tout le résultat du libéralisme d'après-guerre. Ça date de 2 siècles. Hein. Oui, on ne fait cours que le matin. Bon, parce qu'on estime que l'après-midi, eh bien, le fils du paysan doit apprendre, mais ça va jusque-là, doit apprendre le métier de la ferme, vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont réalistes. Ça, alors là, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, quel que soit je pourrais faire une conclusion première, disons, quelles que soient les définitions abstraites nécessaires qu'on donne du libéralisme et du communisme, tout dépend dans quel esprit cela rentre. Comment vous l'interprétez? Vous comprenez? Le libéralisme n'est pas comme une doctrine qu'on enseigne la science politique avec une géométrie, par exemple, avec des principes. Non, pas du tout. C'est une habitude. C'est une manière de désigner certaines conduites. De même on peut dire que socialisme, par exemple, c'est venir, si vous touchez la CAF, par exemple, ben, c'est une forme d'esprit socialiste. Oui, oui, bien sûr, oui, puisque c'est un instinct social. Bien. Lorsque je ne sais pas, enfin j'allais dire quelque chose, bon je le dis quand même, mais je vois par exemple toujours, on me dit comment tu reconnais que quelqu'un appartient à une société, mettons politique, mettons comme la maçonnerie. Ben, c'est très bien, j'écoute le discours. S'il y a plusieurs fois le mot tous ensemble ou ensemble, je suis sûr que c'est un type qui est là. Et je ris quand je voyais ça au lycée. Il est maçon, il dit toujours le terme ensemble, ensemble. Oui, mais enfin, n'empêche qu'il y a aussi une manière d'être ensemble. On peut en faire une philosophie qui est quand même spontanée. Il y a une certaine, je crois qu'il y a un réalisme qui fait que ces doctrines du communisme, ces doctrines du libéralisme, qui sont quand même des doctrines anciennes. On dit qu'il ne faut pas avoir une idée trop historique en disant, on appelait ça des romans à putsch. Vous savez comment on fait un putsch? C'est Heidegger qui dit ça. Vous avez une histoire, tout d'un coup, tout se passe bien, comme dans un film américain, vous savez. Il y a des pâquerettes dans la prairie, tout ça en Autriche. Tout d'un coup, c'est l'Allemagne qui envahit l'Autriche. Enfin, c'est aussi absurde que ça, bien sûr. Mais là, j'ai remarqué que comment dirais-je, ces habitudes de vie jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une nation. Je vois par exemple, ce réalisme fait que le socialisme ou le communisme prennent un sens ou alors deviennent véritablement des masques. Il est certain que quand je suis allé la première fois en Russie, c'était pour aller en Chine, c'était en 66, là. J'étais un copain de la Sorbonne qui partait en Chine. Bon, on est partis ensemble, on était pas d'une soixantaine, une trentaine plutôt. Eh bien, je regardais la Russie, enfin, j'étais à Moscou pendant 2 jours, je voyais que des gens des mendiants, des gens qui mendiaient, qui nous disaient donnez-nous ça, on vous achète ce que vous avez, les montres, etc., etc. Bon, ensuite, des montres, ils passaient à la prostitution, etc. Mais ça, c'était devant les hommes. Je me rappelle les hommes en chapeau, avec les chapeaux verts qu'on a fait. C'était la sécurité qui était remarquable, évidemment. On pouvait dire qu'ils étaient tous sauf cachés. Eh bien, ça, c'est là que j'ai vu qu'ils vivaient dans un creux, si vous voulez. Et pour eux, malheureusement, cette notion de communisme, qui était creuse, avait fait un appel d'air, si je puis dire. Vous suivez ceci, imaginez, un appel d'air pour justement idéaliser l'Amérique, idéaliser tout ce qui n'était pas communiste, c'est-à-dire tout ce qui était libéral. En fait, le communisme à la russe a donné des rêves, des délires d'individualisme, si je puis dire, à une grande partie de la jeunesse, qui est devenue ensuite les hommes que nous connaissons aujourd'hui. Voyez-vous? Parce qu'en présentant une organisation politique fermée et autoritaire, il est bien évident qu'on va préférer... On va préférer la liberté. La liberté, oui. Liberté. Tout à fait. C'est la liberté. C'est comme vous avez... oui, enfin, oui, c'est-à-dire on exagère d'un côté pour l'autre, oui, pour pouvoir déclencher. Mais je le vois malheureusement malheureusement, hein, je le vois malheureusement quand je suis un nazi, enfin, un nazi, pas comme les textes grecs, mais quand je suis en Iran, par exemple, vous voyez, chez les Perses, bon, je reconnais qu'il y a des endroits où je suis bien reçu, qui sont bien convenables. Oui, oui, bonne éducation.
vous savez, une éducation, j'ai pu remarquer que dans cette éducation, qu'on dirait pas communisme, enfin une certaine sensibilité, il n'y a pas, par exemple, j'ai jamais entendu des enfants hurler, par exemple, comme j'entends ici, imposer leur volonté, voyez-vous. Alors, on dit, c'est insupportable. Non, l'enfant est plus heureux. Il est choyé, etc. On le trouve aussi dans beaucoup, on le trouve en Tunisie, on trouve beaucoup de choses. Mais en revanche, disons, quand je demande aux gens comment vous voyez le monde, ils ont le rêve américain. Oui. Et je dis le rêve, je dis ça n'existe pas, bien sûr. Alors, évidemment, je leur dis, bien sûr qu'il y a de bonnes choses en Amérique, etc. Bon, mais l'Amérique a fait ceci, a fait cela. Bon, ce qu'on a, bon, j'essaie un peu de faire pencher la balance. Je dis, non, il y a aussi, bon, il y a l'Allemagne, il y a tout ça. Alors, ensuite, ceux que je connais, quand ils reviennent, des jeunes, des hommes en particulier, je ne sais pas que je méprise les filles, mais les garçons sont plus francs d'ailleurs quand ils disent ça. Les garçons admettent davantage qu'ils se trompent, vous voyez, qu'ils se sont trompés. Et ils disent, vous avez raison, etc. C'était la vie est moins chère, etc. Et tout, bon. Et puis il dit, les gens sont, comme disait quelqu'un, quand ils disent qu'ils viennent à l'heure, ils sont à l'heure. Bon. Tandis que là, on leur donne beaucoup, ils vivent de films, ils vivent comment vous dire, d'images. Alors, les images sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Ce qu'il faut, c'est expliquer. Et là, on a, je dois dire, un grand défaut, c'est ceux de mes collègues, évidemment, enfin, je dis ça au sens très large, qui présentent des thèses comme je dis, comme le communisme, comme le libéralisme, des thèses très, souvent, très, très affinées, c'est-à-dire marquées dans l'histoire en quelques dates de très proches, vous voyez. Oui. Ils ne voient pas l'ampleur du mot. Il n'y a pas de contradiction, en fait. C'est une certaine façon de voir les choses. Oui. Parce que c'est comme si vous me disiez, il y a la douceur et l'autorité. Ben, les deux, la nature combine les deux, bien sûr. Elle combine les deux. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une sauvagerie dans la nature, on le voit dans le monde animal, en même temps qu'il y a un dévouement même de ces bêtes sauvages, par exemple, envers leur famille, envers choses comme ça. Donc, il faut voir, disons, comment dirais-je, la nature des mots, c'est-à-dire que signifie la liberté, que signifie être la communauté, est-ce que la communauté est une notion économique, n'est-ce pas plutôt une notion sensible? Moi, je crois que c'est une notion sensible, voyez-vous. C'est une notion qui est plutôt, qui n'est pas rationalisable. C'est quelque chose qui est éduqué, je dirais, par l'art. Bon, la musique en particulier, bien sûr. Ce qui fait d'ailleurs que aujourd'hui qu'on impose beaucoup, c'est que les gens de ma génération, surtout celles qui étaient avant moi, celles de ma grande sœur par exemple et d'autres, étaient très formées musicalement, par le piano, quelque chose comme ça, et donc développer une sensibilité. Et je le voyais davantage sur la génération féminine aussi. Et maintenant, on est consommateur de musique, mais on n'est pas soi-même, je ne dis pas producteur, mais on était avant comme des petits artistes, disons. On avait l'effort de jouer l'instrument, etc. Et il n'y a rien qui donne plus une image, justement, de la belle totalité, comme je dis, que l'orchestre, évidemment. Même la polyphonie, par exemple, vous savez, la polyphonie qui était introduite, qu'on introduit, enfin, d'après les ouvrages au XVIe siècle, elle vient d'où? Elle vient du Nord, hein. Elle vient des provinces, des Pays-Bas, enfin oui, de la Hollande. C'est-à-dire que, alors on dit, bon, parce qu'il fait chaud, il ne fait pas chaud, mais enfin, non, c'est pas, il y avait une sensibilité, il y avait un rapport sensible entre les gens qui faisait que justement, ils ont eu l'instinct de développer la polyphonie. Elle s'est répandue par la suite, dans les églises, etc. C'est intéressant de voir, oui, que ce sont des pays catholiques et surtout protestants qui ont développé cela. Pourquoi ont-ils été protestants? Mais justement, souvent par réaction contre un certain suivisme, lequel suivisme, par exemple, dans le monde chrétien, a fait que la religion est devenue creuse et qu'elle est tombée du jour au lendemain. Je vais donner un exemple, bien sûr, parce que ce que je dis peut paraître excessif, mais regardez, avant 1789, vous aviez à peu près 300 églises dans Paris, à peu près comme le nombre de jours dans l'année. Vous aviez à chaque fois, pour la fête d'un saint,
vous aviez la population, une grande partie de la population qui venait autour de l'église, qui était dédiée à ce saint, bien, ou à plusieurs saints, bien. En 1790-91, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, on n'a plus fait ça, même on dit depuis 89. C'est-à-dire que ce que l'on prétend être profond se révèle être quelque chose que la personne ne sent plus en elle-même et donc elle croit imposer. Alors, oui, sa liberté, donc, se défait de cela. C'est ce que vous voyez dans l'éducation des filles, dans l'éducation. Enfin, je me vois encore, mon Dieu, ça fait très longtemps, attendre ma sœur dans une pension près de Paris, là, à Saint-Germain-des-Prés. J'avais quelques livres qui étaient sur la table. Il y avait l'éducation des filles par Fénelon. Bon, c'était remarquable. Et ainsi de suite, y compris même ce qu'a fait Rousseau sur l'éducation des filles, est très, très beau. Très, très beau. Bon, aujourd'hui, on ne donne pas l'occasion, parce que la femme est quand même importante dans l'esprit de la communauté, et même fondamentale, disons, puisqu'elle est dans le creuset familial, et le creuset familial lui-même. Elle est, disons, tournée vers l'intérieur, puisque la communauté est un sentiment intérieur. Elle est, bon, je vais le dire, je suis pas, si j'étais candidat aux élections, je ne le dirais pas. Enfin, comme vous m'interrogez seul, je peux le dire. Je n'ai pas d'amour propre à avoir. Bon, on dit que la femme est plutôt dans le microcosme, dans le monde intérieur petit, dans le monde intérieur petit, c'est-à-dire le monde intime, si vous voulez, et l'homme est plutôt exposé justement au macrocosme, c'est dans le grand monde, et là, il a besoin justement du petit monde pour le rééquilibrer. Bon, ça, c'est une idée du macrocosme, du microcosme, que on dit de la Renaissance, non, qui est très ancienne. Vous avez, c'est important d'ailleurs de voir, même dans les religions, comme par exemple, je prends l'exemple, je parlais de l'Iran, mais vous avez la même chose en Iran, vous avez l'exaltation de la féminité est très forte avec Fatima. Vous savez que même la planète Vénus, par exemple, en persan et musulman, je ne crois pas dire qu'il y en a eu d'autres, mais enfin ça, il ne faut pas le dire, mais est Fatimée, bien sûr, ou la Vierge Marie, bien sûr, ont des passes très importantes dans comment vous dire, dans les convictions religieuses. On a attaqué la religion d'ailleurs par la femme également. Quand on a attaqué la femme, on a attaqué la religion, on a en fait attaqué la féminité. En Europe, en tout cas, c'est le cas. Alors qu'on présente ça comme le contraire, vous voyez. On dit la religion est opposée à la femme. En réalité, non. Enfin bon, mais ça, c'est l'équivalent de Vénus, si vous voulez. C'est quand même la mère des hommes et des dieux. Bon, c'est marqué. C'est vrai que dans le communisme, on inclut la femme à la communauté, elle doit participer à la vie de la communauté, et dans le libéralisme, elle doit s'émanciper. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est en effet la différence. Écoutez, je crois que s'il y a quelque chose qui a été dit d'intelligent, c'est comme d'habitude, c'est de chez vous, mais oui, voilà. Il faudrait le remettre, ça, vous voyez. Et oui, non, mais je dis ça pour ceux qui nous entendent, pour le troisième homme, comme on dit. Oui, en effet, est intégré à la communauté, tandis qu'ici, le libéralisme veut l'émanciper. C'est-à-dire, finalement, la sortir de la communauté. L'autre jour, vous avez cité, oui, je crois, je crois que c'est vous qui avez cité, oui, notre entretien, là, cette prévision, je crois qu'un jour viendra, on ne reconnaîtra pas un homme d'une femme, oui. Je ne sais pas si c'était. Enfin, j'en avais déjà parlé aussi. Oui, on a déjà parlé, oui. Oui, c'est vrai. Bon, bien sûr que c'est impossible. C'est aussi impossible que de dire qu'il n'y a pas de soleil alors qu'on est en plein jour. C'est même pas une utopie, c'est une contre-vérité, bien sûr. Et alors, cette contre-vérité, comment peut-on sortir de ces contre-vérités? Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui est remarquable. Avant, ça faisait l'objet d'un cours de philo, c'est la violence. Mais pas la violence voulue par les hommes, la violence que la nature elle-même fait. Voyez-vous? Je crois que cette violence naturelle elle viendra. On dit que la violence est accoucheuse, oui. Je remarque qu'elle est toujours, c'est dit Gueva, c'est toujours féminin d'ailleurs. Oui, la violence peut être féconde, vous voyez. Et ça, c'est vrai. Cet idéal, au contraire, qu'on donne d'une platitude de vie, tout ça est impossible. Alors, vous avez les enfants, les générations. Aujourd'hui, c'est très à l'honneur de mettre en cause ce qu'on appelle les boomers. Vous voyez, bon.
on estime que les boomers, ça vient de la fin de la guerre, alors qu'en réalité, la politique familiale vient justement du début de la guerre, c'est-à-dire de 41. Moi-même, je suis né en 41, vous voyez, je vais avoir 79 ans, et je suis né 2 ou 3 jours après la fête des mères, qui était l'imitation par les Français du Muttertag en Allemagne, oui, de la fête des mères. On ne le dit pas, ceci, bien sûr. Enfin, il faut le savoir. Et oui, et ça, il y a eu beaucoup, en effet, de naissances à ce moment-là, et dans un pays dans lequel, justement, les hommes étaient encore peu nombreux. Et bon, il y a eu aussi une naissance illégitime que je connais. Mais disons qu'il y a eu, la famille a tenu. La famille a quand même tenu, et ça a été, même du point de vue alimentaire aussi, les difficultés sont venues, il faut le dire, de l'après-guerre, et pendant la guerre, la paysannerie s'est enrichie considérablement. Je veux dire, considérablement, je parle du Gers, tout ça. Vraiment, je connais. Bon, c'est le contraire de ce qu'on dit, mais ça, peu importe. On pense comme on veut, ces choses-là. Mais je dois dire que pour revenir à ces deux notions, il ne faut pas les traiter comme des concepts. Parce que comme on traite des concepts de géométrie, comme la ligne droite, le cercle. Non, évidemment, la ligne droite et le cercle, ouais, ils sont différents. Mais le libéralisme est un phénomène, on peut dire historique, oui. On désigne une période déterminée. On désigne en même temps une tendance. C'est-à-dire que c'est la doctrine, le isme signifie cela. Le isme désigne les doctrines, les corps de pensée qui sont structurés, vous voyez, comme le stoïcisme. Bon, le stoa, c'est de dire se tenir droit, en fait. Hein. La racine jeteuse, tenir droit, près du portique qui est droit lui-même, voyez, bon. Le portique ancien où ils discutaient eux-mêmes droitement devant un portique droit, tout ça. Bien, et donc le libéralisme, c'est la doctrine ou l'attitude, disons, de ceux qui considèrent que la liberté d'entreprendre, la liberté d'agir est la plus importante des choses. Et ce qui aujourd'hui, par exemple, est quand même évidemment mis à l'épreuve avec les événements que nous connaissons. Et puis ensuite, vous avez le communisme est considéré aussi par ailleurs et à côté de lui comme un idéal. Alors, comment peut-on dire que d'un côté, il y a ce qui est considéré comme nécessaire à l'humanité, de l'autre côté, un idéal. Et ils ne peuvent que se conjuguer, si je puis dire, à condition, c'est aussi une conclusion générale, à condition qu'on fasse une distinction, à mon avis, entre la liberté qui est liée à l'action, aux capacités d'action, et donc aux limites de l'action, mais aux capacités d'action, et le sentiment commun, le sentiment du communisme, qui est quelque chose qui touche à la sensibilité, qui ne peut pas être, comment vous dire, exprimé par des lois ou des règlements. Je ne sais pas comment dire. Ce qui m'a frappé quand j'étais en Chine, c'était vous êtes allé aussi, donc j'étais dans 66, c'était que je trouvais qu'il y avait un peu, pas de grande sensibilité générale. Je trouvais que les gens étaient une apathie. Oui, j'ai trouvé une apathie. Sauf peut-être du côté de Nankin, où je me rappelle, je voyais une femme qui parlait devant moi, qui avait un peu le type tartare, et je regardais le ciel et j'avais l'impression que j'ai gardé pour moi, mais elle était partagée par des visiteurs aussi, que j'avais l'impression que le ciel n'était pas comme ici, le ciel était plus réel que la terre, quoi. Je ne sais pas, c'est une impression. Et des voyageurs me l'ont dit. Bon, d'où cela vient, je ne sais pas, mais cette sensibilité entre les gens, il y a une apathie, que j'ai trouvée vraiment profonde. Je l'ai moins trouvé au Japon, je n'ai pas trouvé cela, au contraire, je n'ai pas trouvé cela. Je ne connais pas le Vietnam, je connais des Vietnamiens, mais je veux dire que c'est ce degré de sensibilité qui donne un sens au communisme. Mais par exemple, il est certain quand on parle du communisme chinois ou du communisme russe, non, c'est une matière, ce sont des administrateurs, c'est tout. Enfin, je ne veux pas parler trop contre eux, mais ce sont des mots, des fanions, si je puis dire, mais ce n'est pas une réalité. C'est l'autoritarisme, en fait. En fait, oui, ce n'est que l'autoritarisme. C'est la justification de l'autoritarisme. Voilà, c'est tout. Oui, c'est une.
Et, bon, oui, bien sûr, pour que l'autoritarisme puisse s'imposer, il faut qu'il y ait quand même une certaine insensibilité de la population. Oui, ça, je l'ai Mais remarqué. moi, ce que j'ai remarqué en Chine aussi, c'est cette insensibilité, elle est aussi chez les libéraux chinois, c'est-à-dire que comme il n'y a Oui, pas énormément de classes sociales en Chine, hein, il y a les très riches et les autres. les autres, Et oui. les gens aisés, ils sont aussi insensibles, mais ils ont des soupapes. Et c'est vrai que j'avais rencontré beaucoup de Chinois à Shanghai avec qui j'ai discuté, qui faisaient partie de la haute bourgeoisie et qui avaient étudié aux États-Unis ou en Europe et qui avaient comme projet, bien évidemment, de travailler dans un pays libéral comme Bien les sûr, États-Unis. bien Donc, sûr. je veux dire, cette apathie, on la retrouve aussi chez les libéraux, mais disons qu'elle est plus tolérée parce qu'elle laisse place au succès Oui, voilà, oui. économique. Oui, parce qu'il y a le succès. Il y a tout ça. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Disons que dans ce genre de société, on estime l'autre non pas tant par ce qu'il est, bien sûr, mais également par ce qu'il peut être, hein, ou ce qu'il peut représenter pour vous. Oui, Oui. Comme une sorte de chance, vous voyez. Voilà. exactement. Comme une sorte de chance, bon, vous jouez avec, bon, vous jouez avec tant de proportions à votre faveur ou non. Et c'est pour ça que les amitiés, d'ailleurs, se font et se défont très vite, oui, bien sûr. Il n'y a pas de. Et cette amitié dont je parlais justement dans le vrai communisme, quand le Oui. communisme qu'on appelle aristocratique, il est quand même intéressant de voir que la notion de communisme a été au départ, disons, si on en croit à l'histoire qu'on nous présente, mais enfin, quand même, on peut jouer le jeu sur la chronologie, mais peu importe, nous avons les textes. La notion de communisme, par exemple, chez Platon, est une notion aristocratique. J'y peux rien. Et alors, la notion de libéralisme, qui est une notion d'ailleurs que l'on pourrait être celle des sophistes, par exemple, c'était de prêcher un idéal euh, qu'ils étaient incapables de démontrer. C'est-à-dire, quand ils lui donnaient une qualité, ils étaient obligés de dire que, évidemment, il fallait aussi attribuer une qualité inverse. C'est-à-dire que c'était dans une période d'instabilité. Voyez-vous, cette philosophie de la liberté. Nous avons, nous, des philosophies de la liberté. Nous avions, pas seulement après la guerre, mais entre les deux guerres, etc. Mais c'était toujours des philosophies, je disais, très indécises. Ben oui, euh, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur. Parce que la liberté, c'est quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dessiner et construire. Ce n'est pas Oui. vrai. Quoi que dise le faux poète, là, que j'écris ton nom liberté, là. Non, c'est pas vrai. Vous, ne, vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est une capacité. L'autre, je dirais que c'est une sensibilité. Oui, c'était ce qu'on appelle la charité, par exemple. Bon, dans tout notre système religieux, qui est plus unifié qu'on ne le croit d'ailleurs, eh bien, soit le bouddhisme, soit tout ça, enfin le christianisme, etc., eh bien, vous avez la notion de charité, c'est une certaine façon, c'est un écho du communisme, oui. Alors vous avez eu également je n'ai pas parlé, mais c'était à l'époque, enfin à l'époque, c'est reconnu par des gens comme Cerise aujourd'hui, qui découvrent ce que l'on connaissait évidemment, mais la veille, quoi, il s'est réveillé un matin en disant qu'il y avait le communisme primitif, bien sûr, dans Engels, tout ça. En fait, Engels faisait euh, allusion, non pas à la société en général, mais justement au communisme chez les Germains, c'est-à-dire à cette union sensible, oui, qui faisait que, union sensible, je vais donner un exemple qui n'est peu connu ici en France. Vous avez par exemple plusieurs, on l'a vu dans ce Covid-19 justement, puisqu'on ne Oui. peut pas dire un mot sans parler de ce Covid-19, on l'a vu par exemple des spontanéités d'États ou de groupes qui n'attendaient pas que la capitale parle. Donc, vous savez qu'en Allemagne, il y avait la capitale de l'Empire, comme on dit, Berlin, mais les capitales locales sont très importantes, bon, Munich, tout ça, c'est très important, Hanovre, tout, Francfort, tout ça, bien, et chacun a son État, c'est-à-dire son ministère de l'Éducation nationale, son Oui. ministère de la police et de la sécurité. Enfin, bref, chaque peuple vit en fonction justement de ses affinités.
et le bavarois parle le bavarois. Ici, c'est tout un système pour parler l'occitan, et on fait même l'occitan très appauvri, parce que justement, il n'a pas été cultivé. Bon, tandis que là-bas, vous avez justement ces, comment dirais-je, la possibilité de faire un peu aux États-Unis, c'est pareil aussi avec les États, des entités autonomes, mais elles ne cherchent pas à être des entités politiques absolues. Parce que l'entité politique absolue, en fait, ne dépend pas de la raison ou des règlements. Elle dépend d'un sentiment. Voilà. Et ce sentiment, il est naturel, il ne peut pas être artificiel. Nous, on l'a rendu un peu artificiel en l'assimilant à la République, en l'assimilant à la Révolution de ceci. Non, les Russes ont fait un peu pareil d'ailleurs, mais disons, non, je crois que cette sensibilité, c'est un donné. Alors comment peut-on, je le dirais, conserver ce donné? Comment peut-on acquérir même si on, ou augmenter cette donnée sensible? Moi, je pense que c'est, ça, je dirais, c'est ma génération avait cette tendance de tout terminer par l'esthétique. Hein. Je crois que c'est par l'éducation esthétique. Vous avez un livre de Schiller qui est très important, l'éducation esthétique de l'humanité. C'est une direction qu'on a prise, qu'ils ont prise, et qui est une direction qui leur permet de subsister, et en particulier d'affronter certainement l'épreuve finale qui nous sera envoyée. Ça n'a rien ce que je dis n'a rien de commun avec ces idées religieuses que l'école laïque aujourd'hui essaie de poursuivre. Vous savez, dans les lycées, enfin, ou les établissements primaires à l'occasion de la crise sanitaire. Non, je crois qu'effectivement, nous avons un déséquilibre dans le monde. Ce déséquilibre ne peut pas être résolu par une doctrine communiste ou une doctrine libérale, mais que ceux qui ont une certaine sensibilité, qui ont le sens du commun, de la communauté, l'emporteront sur ceux qui ne vivent encore que d'une manière en agrégat, c'est-à-dire un agrégat soit lié par des partis politiques, soit lié aussi par des sectes. Je remarque que la religion, par exemple, chez nous, la chrétienne aussi en premier, puisqu'elle est la plus nombreuse, est beaucoup plus sectaire que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on vous demande, chez les chrétiens, on présente sa carte de visite, je crois en ceci, je ne suis pas pour le pape un tel, je suis pour un tel. Bon, je le trouve moins en Italie, ceci, moins en Espagne, mais je le trouve très fort en France, oui. Et je crois que c'est un des facteurs de dissolution même de l'énergie française. Et qu'aujourd'hui, l'épreuve qui nous est imposée, je préfère dire que cela tournait que ça de cette façon, qui nous met en relief justement cette difficulté que nous avons de séparer ce qui est du domaine sensible, qui vient de l'éducation sensible, qui vient vraiment des arts, il n'y a pas de problème, des concepts. Et je crois que je crois qu'il y aura bien sûr un renouveau après une catastrophe, à mon avis, qui se voit de loin. Vous allez avoir un désordre, et puis on va amener une espèce de pays bonapartiste, vous voyez, enfin bon, on n'a qu'à regarder vers la Russie, bon, qui apparaîtra comme le sauveur. Bon, et en fait, pour pouvoir clore justement cette unification du monde autoritaire que nous connaissons, je crois qu'ils ne réussiront pas. Je suis persuadé qu'ils ne réussiront pas, mais que nous allons recommencer après une guerre terrible. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Oui. Que je n'engage personne, ni vous. Mais je pense que ce sera, comme dit, c'est Platon qui le dit, et à chaque fois il dit il y a une catastrophe, et bien sûr il dit c'est les moins intelligents qui survivent. C'est exact, en grande partie, il le dit. Enfin, je lis dans les lois. Oui, parce que les Grecs avaient ceci, qu'ils avaient de l'esprit quand même, oui. Beaucoup d'esprit. Alors c'est les plus bêtes. C'est drôle mais réaliste. Mais c'est la réalité, les plus bêtes dans les montagnes, etc. Quand la montagne est frappée, c'est ces gens qui sont au bord de l'eau. Oui, mais enfin, il dit quand même, je signale avec l'autorité de Platon, il parle non pas d'un déluge, hein, mais il parle de plusieurs déluges successifs. Mais, réguliers, si je puis dire. Oui. Alors ces déluges, évidemment, ce sont des catastrophes qui peuvent annihiler un peu l'histoire aussi, les connaissances historiques.
On est dans la première étape, là, professeur. Je pense qu'on Oui, est déjà dans une organisation politique fermée et autoritaire. On y est quand même. Hein. non, on est dans la première étape. Parce qu'en fait, on a pris le train, si je puis dire. Voilà. Oui. On me dit, est-ce que les trains fonctionnent? Je dis oui, il y en a un qui est parti depuis longtemps. Oui, il est parti depuis longtemps. Je crois que le train est parti, oui, bien sûr, évidemment. Le train est parti, bon, des contrôleurs qui passent, et voilà. Et Mais puis, on a tellement stigmatisé le communisme, et c'est vrai quand on parle de oh là là, c'est plus du tout ça, mais c'est pas ça le communisme en fait. On a tellement stigmatisé ce terme que lorsqu'on oui, explique que là on est entré dans une ère de totalitarisme, oui, enfin qui est vraiment insupportable. mais Mais non, pas plus fort, mais aussi forte que ce communisme que l'on mais a oui, critiqué surtout quand il est tombé. mais Mais vous avez des réactions quand même qui oui, réfutent ça. oui, oui, Non, oui. mais c'est pas vrai, tu exagères. Oui, on croit qu'on n'exagère pas du tout, pas du tout. Ce que nous faisons, c'est la suite. D'ailleurs, je dois dire que c'était par un Belge que je connaissais ça, par un pharmacien belge, qui était autodidacte, enfin, qui était élève des jésuites aussi. Et donc, il me disait que quand le fameux, il s'appelle Hawkins, je crois, enfin, celui qui se fait appeler Orwell, a, a publié 1984, sa première idée, son projet, était de parler, non, parce qu'on l'a interprété comme étant 1984, c'est-à-dire qu'il parle comment on appelle, d'une période très éloignée. Écoutez, entre 45 et 84, 40-84, ce n'est pas une période quand même très éloignée. Non, il a voulu mettre 1948. Et son libraire, son éditeur a dit non, non, il dit on va avoir Staline sur le dos, etc. Enfin, Ah oui, d'accord. il avait, oui, 1948, c'était après le coup de Prague, hein, après que les communistes aient pris le pouvoir à Prague, avec l'autorisation bien sûr des autres, de tout le monde, hein, de l'Europe. Et, et, alors donc, on peut dire qu'en effet, c'est depuis 1948 que l'on a, depuis le communisme en fait, d'après-guerre, que ce communisme d'après-guerre a en fait fortifié l'idéal du libéralisme sauvage, vous voyez, parce qu'il a montré que toute société ou toute solidarité, comme on pourrait dire, est quelque chose qui conduit à la tyrannie. C'est horrible comme chose. C'est-à-dire que les tyrans eux-mêmes ont fait une fausse tyrannie, si je puis dire, ont donné une image de la tyrannie pour pouvoir en réalité conforter la leur. Voyez. Oui. Et alors, c'est pour ça que les communistes ont été, en fait, vous savez, bon, il ne faut pas quand même plaisanter. Je donne toujours l'exemple de ces grands communistes. Je vais vous donner un exemple de l'Allemagne. J'avais été en Allemagne un exemple qui est assez unique, je n'ai jamais entendu parler de cela. Quand j'étais parti travailler par curiosité, hein, donc avec les camarades mes camarades d'études du lycée Henri IV, c'était en 60, avant le mur, hein, je suis allé à Berlin, pas à Berlin, dans le nord, à Berlin, oui, mais dans le nord. C'était dans le Brandebourg. Et je voulais, moi, être dans un pays qui était près de la Prusse, puisqu'on avait l'idéalisation de la Prusse à cause de Kant, de Voltaire, enfin, Frédéric le Grand, etc. Enfin, moi, j'ai toujours regardé ça, j'ai toujours admiré en français le grand Frédéric. Oui. Eh bien, quand je suis allé là-bas, j'ai remarqué que les gens et la jeunesse étaient enthousiastes, disons, oui, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Moi, j'en avais 20, bon, je pouvais voir un peu quand même la différence. Et après, ils étaient écœurés ou inertes. Je les voyais comme ça. J'allais discuter avec eux et ils m'ont dit, oui, au début, quand on a 14-15 ans, etc., on croit à ce qu'on nous dit, on est enthousiasmé par cela. Et puis, on voit que nous avons affaire à des gens qui profitent du système, etc., bon, qui sont vraiment très égoïstes. Et donc, je crois qu'on a fait la même chose dans le monde, c'est-à-dire qu'on a dévalué ce terme de communisme, on l'a assimilé tel qu'il s'est produit en Russie et en Chine, évidemment. C'est la vérité, ça, à des crimes de masse, des crimes organisés, tout ça. Et on l'a soutenu beaucoup en Europe, croyez-moi. Les gens étaient
il faut voir par exemple, les noms m'échappent, mais la popularité, par exemple, tenez de Ilya Ehrenburg, par exemple, celui qui était le ministre de la propagande de Staline, était le chouchou du tout Paris dans les années 30. Le chouchou du tout Paris, 30-35. Il a fait beaucoup de choses. C'était l'homme de Paris, c'était un Ukrainien d'ailleurs, c'était un Ukrainien de Kiev. Bien, bon, les gens avaient cette, parce qu'ils avaient comme aujourd'hui, disons, une sorte de sympathie pour la Russie qui venait du pacte, du pacte avec la Russie, disons, c'est qui était le pacte anti-allemand. Enfin, tout ça, c'était lié à cette structure de pensée, cette forme de pensée. Mais après, on a, disons, la chute de ce communisme a entraîné un renforcement très puissant de l'esprit libéral ou de l'utopie libérale, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire de la justification de l'individualisme. Voilà, ce qu'on appelle cela. Et moi, je sais que je le vois d'ailleurs, moi, quand je vais en Iran, je vois certaines personnes, pas tous bien sûr, mais certaines personnes sont véritablement des gens dans l'ombre, quoi. Vous voyez. Et je me demande même s'ils attendent même la chute. Oui, je crois qu'ils ont commencé déjà, comme on dit dans le noble Coran. Je crois dans le noble Coran, où on dit que quand Marie est attaquée par certaines personnes, que je nommerai, que tout le monde a compris, c'est l'enfant Jésus qui répond depuis le ventre de la mère. Mais il y a un côté juste, là, c'est bien observé, c'est écrit par des observateurs de la nature humaine, ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'en effet, ces gens-là ont, en eux-mêmes, disons, ils sont gagnés, mais vous n'imaginez pas à quel point, mais ça fait froid au dos. Ça fait froid. Oui, je me dis donc, ils ne se sortiront que de là qu'après un malheur, ce que nous appelons un malheur parmi les hommes, mais que la nature quand même est puissante, je trouve, et elle est, disons, elle ne tolère pas ce qui n'est pas vrai, c'est pas possible. Le temps pour elle, bien sûr, joue contre nous, mais pour elle, oui. Mais je dois dire que ces notions de libéralisme, vous voyez, je vous ai parlé, elles sont éclairées, elles ne doivent pas être l'objet d'une condamnation idéologique, parce que mon auteur de philo en Autriche appelait de la part d'écoles révolutionnaires, c'est-à-dire des gens qui vous disent c'est ce que je prétends ou c'est rien. Non, les nihilistes, si vous voulez. Non, il y a eu des libéraux qui ont été remarquables, mais disons que ils étaient au sein d'une machine qui déjà préparait le monde où nous sommes. Parce qu'ils étaient issus, en général, pas issus, mais ils avaient été dirigés par le mouvement révolutionnaire. Alors, le mouvement révolutionnaire, vous connaissez les Illuminés, etc. Les Illuminés, oui. Tout ça, de oui, Bavière. bien sûr, de Bavière. Et ces gens-là étaient organisés, très organisés. Je dois dire que j'ai encore eu une critique donc faite par Goethe, justement, des Illuminati. C'est très peu connu, je l'ai en anglais, parce que je ne le connaissais pas en allemand. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont quand même ils ont imposé ce libéralisme après avoir quand même ravagé l'Europe. Oui. Ravagé l'Europe, vous l'avez en Italie, autant en Italie qu'en Allemagne, jusqu'en Suisse. Tout ceci tout ceci est effacé aujourd'hui. C'est effacé avec l'ensemble de l'histoire. Parfois, je dirais que souvent, mieux vaut ne rien connaître que connaître du faux. Oui. Mais je pense, j'ai confiance en l'avenir que, bon, il y a toujours des gens qui pourront instruire les survivants, quoi. Vous avez Kant, je l'avais dit ceci, oui, dit que quand chaque fois qu'il y a, j'ai dit, je crois au début, chaque fois qu'il y a une catastrophe, ou quand il y aura une catastrophe mondiale, disons, les questions que se posent les gens sont sérieuses, ce ne sont pas des questions matérielles, mais des questions sur la fin des choses. Et je crois que si nous-mêmes nous nous posons, vous voyez, Mehdi, ces questions, c'est que justement nous sentons que nous sommes à la fin de certaines choses, vous voyez, et que déjà, comme c'est votre caractère, vous anticipez, vous anticipez ce qui viendra après. Parce que ce qui viendra maintenant, ça va être terrible. Oui, je le répète, je le redis, ça sera sous tous ces libéraux que vous avez connus, tous ces
tous ces gens dont je ne donne pas les noms, mais qui sont de grandes gueules, comme on dit, vous savez. Eh bien, les Maols, en allemand, les grandes gueules, là, eh bien, bon, elles sont, elles ne diront rien avec l'instauration du système. Elles ont déjà mis leur bien de côté, certains verront leur tête tomber parce que c'est le propre de ce type de révolution, quoi, vous voyez. Bon, mais de faire tomber la tête des gens, des tyrannies, si vous voulez. Mais je vais vous dire une dernière chose. Vous avez, je dis souvent une dernière chose, mais vous avez le mot de tyrannie. On dit le libéralisme a conduit à la tyrannie, le communisme a conduit à la tyrannie. Vous avez une formule qui est juste enfin, parmi ceux qui ont étudié le grec en Allemagne, par Hölderlin, dans les romantiques, si vous voulez. C'est désigner le tyran comme quelqu'un qui n'a pas d'objet, quelqu'un qui n'a pas justement de but, d'idéal déterminé, de modèle de perfection devant lui. Il est comme un enfant capricieux, voyez-vous. Eh bien, ceux qui nous gouvernent même, ceux qui participent à ce que nous connaissons, sont des enfants capricieux. Ils n'ont pas véritablement, ne peuvent pas poser la question des fins FINS, quoi, de la finalité, de ce qui doit advenir. Non, ils vivent dans un présent perpétuel, fragmenté, comme on aime à dire aujourd'hui, vous voyez. Comme on parle de la nouvelle littérature, qui aime le fragmentaire. En fait, ils vivent en dehors du temps, vous voyez, et je crois que le temps rattrapera ces gens-là, parce qu'on ne peut pas s'opposer quand même à des millions de gens, on ne peut pas les tromper comme on le fait, on ne peut pas les diminuer, on ne peut pas les diminuer tous, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et si on veut faire une guerre pour le faire, ben, je dirais oui. Peut-être qu'ils ont prévu le nombre des participants, mais qu'ils en ont diminué le nombre exact. Voilà. C'est tout, c'est ce que je dirais comme un mystère, vous voyez. J'aimerais quitter le monde avec cette idée-là. Il y a peut-être plus de gens qu'on ne croit qui participeront au dernier conflit. Et je pense que ce dernier conflit, quand même, est proche, c'est-à-dire qu'il n'est pas proche de quelques années, mais je pense que le siècle ne se terminera pas sans qu'on l'ait vu. Sinon, la tyrannie que nous connaissons serait insupportable. Et c'est parce qu'elle serait insupportable que pour la rendre supportable, ils feront un coup d'éclat encore plus fort pour diminuer une partie de la population mondiale, bien sûr, la terroriser encore davantage et établir disons, un règne, vous connaissez, un règne qu'ils estimeront, qu'ils estimeront durer alors qu'il ne peut pas durer. Allô, oui? Oui, tu réponds-moi dans un quart d'heure. Oui. Merci. Oui, mon neveu. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Peut-être si c'est insuffisant. Attendez. Si c'est insuffisant, vous me privez. C'est très clair, professeur. Vous me privez de sortie. Merci, vous me privez de sortie. Je suis navrée. Vous me collez à la maison. Hein, je vous confine. Vous me confinez. Voyez, vous avez tout à votre disposition. Vous savez, vous avez les instruments maintenant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a vu tous les points, parce que j'aime bien aussi vos analyses qui ont aussi une base très philosophique et passionnante. Merci pour vous. C'est vraiment un encouragement. Je pense qu'on a fait le tour de la question et moi je propose qu'on fasse un nouvel entretien sur un thème sur oui, je vais réfléchir. Très bien. J'espère que Michael pourra nous rejoindre cette fois-ci. Je suis à votre disposition. Merci. En toute sensibilité. Merci encore pour tout et à très bientôt, Pierre. Très bien. Merci. Et je salue tous ceux qui aussi. Merci bien. Merci.